3h30 de huis clos. L'audience de la commission reprend par l'audition de M. Marchal et de son avocat, Maître Simillon. Monsieur Marchal, Monsieur Simillon, au nom des membres de la commission d'enquête, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans ce palais de la Nation, je dirais notre palais de la Nation, car il s'agit d'une maison où vous devez vous sentir chez vous. C'est le cœur même de notre système démocratique, c'est l'endroit où 7 millions de Belges de toute conviction politique se rencontrent. Vous êtes également invité dans cette maison et vous êtes tout à fait libre de vous exprimer, je tiens à le dire d'entrée de jeu. Votre venue ici dans des circonstances difficiles est très importante pour nous, car ceci témoigne non seulement votre courage, mais également la dignité avec laquelle vous avez fait face aux problèmes que vous avez connus et je suis sûr que votre témoignage revêtra une importance particulière pour pouvoir faire un travail législatif qui ne peut que mener à une amélioration des situations déplorables qui ont été constatées et qui n'ont jamais revêtu l'importance qu'elles ont à ce jour. Je voudrais également attirer votre attention sur la proposition que je vous ai fait envoyer, en particulier la proposition sur laquelle se fonde la création de cette commission d'enquête parlementaire. Et vous savez que cette commission d'enquête parlementaire est chargée d'étudier la façon dont les parents des victimes ont été informés de l'enquête et de l'avance qui était faite dans ces travaux d'enquête, également de la façon dont on leur a demandé de participer à ces travaux. Et afin de pouvoir réaliser cette tâche, la commission parlementaire devra, et je cite, entendre dès que possible les victimes et leurs parents proches. C'est dans ces circonstances que nous vous avons invité aujourd'hui pour avoir un entretien avec vous, qui ne sera certainement pas le premier ni le dernier entretien. Je pense qu'après, pendant le déroulement des travaux, nous aurons l'occasion de nous revoir. C'était ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, et je voudrais maintenant donner la parole à Maître Simillon, qui fera l'introduction, et ensuite c'est M. Marchal lui-même qui parlera, et en conclusion, ce sera M. Simillon, et après les membres de la commission pourront poser leurs questions. Pour être tout à fait complet pour les travaux d'aujourd'hui, car demain, je tiens à vous dire que ce travail ce matin a été fait à huis clos et ceci a permis à la Commission de se faire une image complète de toute une série de problèmes que sinon nous n'aurions peut-être pas pu apprendre. Vous comprendrez que l'obligation de discrétion auquel nous sommes tenus au terme de la loi ne nous permettra pas de vous dire tout ce que les familles nous ont dit ce matin. Et je pense que pour cette commission d'enquête parlementaire, ceci est d'une importance essentielle et je suis sûr que vous ferez preuve de compréhension et je tiens à vous en remercier. Maître Simillon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Commission. Nous sommes réunis ici ce matin et ceci s'est fait assez rapidement. J'ai reçu un appel téléphonique de Monsieur le Président au début de cette semaine où l'on m'a demandé, au nom de mon client, M. Marchal, de prendre un certain nombre de décisions et de demander en particulier si je pouvais être d'accord avec certaines propositions. Je vais ainsi commencer mon bref exposé, puisque tout à l'heure vous avez eu une session à huis clos. Pour nous, ce n'était pas nécessaire. Et d'ailleurs, j'ai fait savoir au Président qu'à mon avis, puisque le Président n'a pas pu atteindre M. Marchal, donc je lui ai dit au nom de M. Marchal que ceci n'était pas nécessaire et je vous expliquerai immédiatement pourquoi. Votre règlement, à l'article 5, prévoit que les auditions sont publiques et que l'on peut toujours, sinon, demander à avoir une audition à huis clos. Mais nous estimons que la situation ici est donc la situation normale.
Je pense que nos déclarations ne peuvent pas être d'une nature telle qu'elles pourraient représenter un danger pour la confidentialité de l'enquête. Et je voudrais le souligner, car contrairement aux autres familles, et je ne les citerai pas nommément, mais il y a certaines familles de victimes qui ont eu accès au dossier, pour le moins en ce qui concerne les faits qui se sont produits jusqu'au moment où le dossier est parti à Neuchâtel. Nous n'avons pas eu accès à ce dossier et donc nous ne pouvons pas ici parler de choses qui auraient été peut-être mal interprétées parce que nous n'y avons pas accès. Et mesdames et messieurs de la Commission, je dois vous dire que si nous avons pu constater que nous avons également demandé à Monsieur le juge Conrod de Neuchâtel de pouvoir avoir accès à ce dossier. Et en particulier, après que vous aurez entendu M. Marshall, j'y reviendrai. Je m'étais d'abord adressé à Monsieur le procureur général de Gand, puisque c'était au départ à cet endroit que l'enquête s'était faite. Et ensuite, je m'étais adressé à Madame le procureur général de Liège. Ensuite, j'ai immédiatement appris que, effectivement, je devais m'adresser directement au procureur général de Liège et que le dossier avait été transféré à Neuchâtel. Ik heb opnieuw een brief geschreven naar mevrouw de procureur-generaal te Luik. Nog altijd geen antwoord gekregen. Verleden week, dinsdag, nadat wij het befaamde arrest hebben ontvangen van Mardi dernier, après avoir reçu le fameux arrêt de la Cour de cassation, nous sommes immédiatement adressés au ministre de la Justice et j'ai demandé à M. Marshall. J'ai dit, voilà, je vous montre ici des lettres que j'ai écrites au procureur, Madame le procureur général de Liège. Nous n'avons même pas reçu de réponse. Est-ce que vous pouvez peut-être demander, car à mon avis, le ministre a une certaine compétence sur les parquets et sur les magistrats. J'ai laissé ensuite ces lettres. Le ministre a dit qu'il ferait de son mieux. Ensuite, par écrit, 2 jours après, j'ai écrit au ministre pour lui rappeler cet entretien et pour lui demander qu'il insiste, puisque nous estimions que nous avions droit d'avoir accès à ce dossier, et je n'ai pas reçu de réponse ni du ministre, ni de réponse de Madame le procureur général de Liège. Et je conclus, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de sorte que, effectivement, nous avons eu peu de temps et nous ne pouvons pas vous dire des choses très sensées parce que vous faites une enquête sur l'enquête. Alors, nous ne savons pas pourquoi vous allez faire cette enquête. Monsieur Marshall vous expliquera comment cette enquête s'est faite. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre invitation. Même si je déplore la façon dont les choses se sont faites, c'est par la presse que j'ai appris que l'on m'invitait ici. Pour le moment, dimanche, lorsque j'étais chez le Premier ministre, on en avait discuté, mais on n'avait pas encore dit que cela se ferait. Donc je vous remercie de cette invitation. Je trouve également, si vous le permettez que je le dise, que la réception que nous avons reçue chez M. Dehaene avait quand même une certaine coloration politique à mes yeux. Je m'explique. En tant qu'organisateur, nous avions effectivement demandé à être reçus par le Premier ministre, mais il y a une certaine coloration du fait que le Premier ministre lui-même a décidé qui il allait recevoir. Et il nous a demandé d'ajouter un certain nombre de personnes, parce que soit on reçoit tout le monde, ou bien personne. Je pense que pour notre pays, il est tout à fait clair que parfois on n'est pas encore sur la bonne piste.
Je voudrais également aansluitend op minister Simelon, suite à ce que waarom dat mon avocat vous a dit, pourquoi j'estime que la presse pouvait être présente. Bien sûr, nous n'avons jamais pu avoir accès au dossier, même pas après avoir fait des demandes à Bruges. En fait, il s'agit d'une procédure normale. Een van de weinigen die ons in het verleden niet in de kou heeft laten staan was de pers. Daarom ook dat wij ze nu niet in de kou willen laten staan. Nous ne voulions pas non plus exclure la presse à ce stade. C'est quelque chose que je voudrais dire maintenant. En ce qui concerne l'enquête elle-même, j'ai très peu de choses à dire. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est parlant d'humanité, mais surtout aussi de fautes techniques qui ont été commises. Ainsi, par exemple, les enfants ont disparu la nuit de mardi à mercredi. Ce mercredi, à 17h, d'autres amis de nos filles sont allés à la police de Westland, mais on n'a pas pris note de leur déposition. On leur a même ri au nez. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est absolument pas, qui n'aurait pas dû se faire, et donc les choses ont déjà mal tourné à mes yeux. Ensuite, ces jeunes que j'appellerais des enfants, car il y en avait certains qui avaient moins de 18 ans, comme ma fille d'ailleurs, et ces jeunes se sont ensuite réunis pour voir, puisque la police ne veut pas nous entendre, que faut-il faire? Il faut que nous adressions aux parents. Alors ils ont décidé de prévenir la maman d'Eefje. Ils ont ensuite trouvé quelqu'un d'autre et à 10h moins le quart, nous avons ensuite reçu un appel téléphonique chez nous à la maison d'un de ces jeunes nous disant qu'Eefje n'était toujours pas réapparu. Ensuite, nous avons immédiatement pris contact avec la police à Hasselt et on nous a dit à ce moment-là qu'en premier lieu, il fallait qu'il y ait une déposition écrite et que nous étions les bienvenus au bureau de police. Mais alors j'ai expliqué que ce n'était pas nécessaire de le faire nécessairement à la côte. D'ailleurs, à Hasselt, je tiens à dire qu'on nous a pris au sérieux dès le départ. Dès que nous avons fait notre déposition, on a estimé nécessaire de prévenir, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on a décidé de prévenir le corps de police qui était responsable, et à Hasselt, on a immédiatement pris contact avec le corps de police de Middelkerk pour savoir ce qu'il en était des autres amis. Et on est allé voir. Ensuite, nous avons immédiatement pris la voiture pour aller à la côte, à Middelkerk, où on pensait encore toujours que les enfants réapparaîtraient. On pensait que peut-être elles n'avaient pas disparu. Et ensuite, le dossier, après quelques va-et-vient entre Furnes et Bruges, où le dossier devait être déposé. Alors je comprends tout à fait que de temps en temps, on fasse circuler un dossier, mais je trouve qu'en tant que parent, on ne doit pas nécessairement le savoir. De toute façon, le dossier finalement aboutit à Bruges le vendredi. À Bruges, nous avons à nouveau dû raconter toute notre histoire. Alors si vous le souhaitez, je veux bien y revenir. Il y avait des faits suffisants pour montrer que c'était une disparition qui était inquiétante. Néanmoins, à Bruges, on ne nous a pas cru. D'ailleurs, même les jours suivants, on mettait encore en doute nos paroles, et je peux vous dire que cela a duré à peu près 10 jours avant qu'on ne commence un petit peu à nous prendre au sérieux et qu'on commence à faire progresser l'enquête. Et encore, comme vous le savez, j'ai toujours établi un lien avec le show de Rasti Rostelli, l'hypnose. En Belgique, nous avons une loi qui couvre ce genre de circonstances. Je pense qu'on n'a pas respecté cette loi. Il y a une violation et par le biais de l'avocat de M. Costelli, M. Vanderberg, on m'a assigné en justice, on m'a menacé de me traîner en justice. Donc dans mon propre pays, nous avons une loi, il peut m'assigner en justice. J'ai toujours insisté pour que ceci soit tout à fait vérifié dans tous les faits. Bruges a nommé un expert
qui a ensuite regardé la cassette du spectacle. Ce monsieur a estimé que l'hypnose devait être exclue comme cause. Or, j'estime encore qu'il faudra certainement une deuxième expertise ici, un deuxième avis. Donc, il ne faut pas un nouveau docteur de bête, mais il faudra un autre expert qui se prononce. Personnellement, je suis convaincu, après avoir vu la cassette, qu'en ce qui concerne Anne, quelque chose n'a pas été. Alors je ne veux pas dire, d'ailleurs, ce n'est pas exclu, mais enfin je ne peux pas prétendre que M. Rostelli soit impliqué directement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Anne et Eefje étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. D'ailleurs, je peux tout à fait expliquer que c'était bel et bien le cas. Elle se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, car elle savait tout à fait que le tram qu'elles allaient prendre n'irait pas plus loin qu'Ostende. Pourquoi sont-elles restées à Ostende? Pourquoi? Elle savait que ce tram n'irait pas plus loin. Elle savait qu'elle devait se presser au moment où elle sortait le casino. D'ailleurs, elles se sont pressées. Mais où sont-elles restées? Pourquoi n'ont-elles pas pris le tram qu'il fallait? Or, elles le savaient, car la veille, elles avaient une discussion avec leurs amis. Il y a eu toute une discussion au sujet du fait de savoir s'il fallait ou non faire de l'autostop. Et j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure si vous le voulez. Pour moi, c'est très important, je pense que pour l'enquête aussi, c'est important de savoir pourquoi nos filles sont restées au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui m'a également gêné dans l'enquête, c'est qu'il y a eu des indications qui sont arrivées d'Espagne, au moins une quinzaine, je pense. Alors, bien sûr, vu a posteriori, ce n'était pas sérieux, mais on ne le savait pas à l'époque. Or, il a fallu 3 ou 4 mois pour vérifier le bien fondé de ces indications. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop longtemps, surtout si la possibilité existe que les enfants soient encore en vie. À un moment donné, il s'agit peut-être de petites erreurs, mais pour moi, c'est suffisamment important pour commencer à perdre la confiance que j'avais dans les enquêteurs. Quand j'entends à la télévision, lorsque l'on pose une question à un enquêteur en disant « Comment est-ce que vous expliquez que les jeunes filles étaient signalées dans le hall du casino de Blankenberg ?» Et on dit « Ce n'est pas nécessaire de passer par là pour sortir », on nous dit « Oh, probablement, elles s'y sont rendues pour commander la cassette. » Alors, moi, en tant que parent, et non pas en tant qu'enquêteur, je sais que les formulaires pour commander la cassette étaient disponibles dans la salle et qu'elles se trouvaient sur les tables dans la salle même au début du spectacle et que l'on dit que l'on peut commander ces cassettes auprès du caméraman dans la salle. Alors je me demande ce que l'enquêteur a été chercher. D'ailleurs, le lendemain, j'ai téléphoné, j'ai dit « Vous vous trompez. La cassette devait se commander dans la salle. » Et elle le savait avant d'aller sur la scène. Oui, mais ils ont dit, attention, on a une autre explication de la firme qui vend ces cassettes. Alors j'ai dit, mais je crois que vous vous trompez. Effectivement, parce que j'ai insisté, ils se sont renseignés et ils m'ont donné raison. Mais je me demande à ce moment-là si je peux encore faire confiance à ces enquêteurs. Ainsi aussi, à un certain moment, parce qu'il y avait une certaine théorie que l'on avait élaborée, alors ensemble avec les enquêteurs. Je ne dis pas que cette théorie n'était pas bonne, mais c'était une théorie qui était possible, envisageable, et donc on a évité les frais de l'État. Vous vous souviendrez qu'à un certain moment, avec Dave Hutchinson des Pays-Bas, que je l'avais contacté pour utiliser certains moyens pour faire des recherches. Nous avions fait une théorie. On estimait qu'il fallait faire des recherches près de Blankenberg. Et les matériaux allaient être livrés par l'IRSS. Et nous avions à ce moment-là décidé de ne pas faire venir la presse, parce qu'à ce moment-là, il était important de faire des recherches tout à fait sereines. Alors, tout ceci était financé par l'ISRS. Il y avait 2 chiens qui étaient présents, qui sont des chiens donc chercheurs pour dépister les cadavres. On les a mis à 2 endroits différents, dans un territoire très grand le long de la côte. Ces 2 chiens ont indiqué un endroit. On n'a pas trouvé nécessairement le corps, mais on pensait qu'il devait y avoir quelque chose à cet endroit qui pouvait avoir un rapport avec un corps.
Et ça, c'était 15 à 20 mètres carrés qui avaient ainsi été identifiés. À ce moment-là, 2 géologues ont été également consultés, qui avaient des appareillages informatiques et radars pour vérifier et sonder le sol et pour chercher, le cas échéant, s'il y avait des changements structurels constatables dans le sol. Ils ont décidé qu'on pouvait réduire cela à 2 mètres carrés sur 50 cm, où effectivement on pouvait remarquer qu'il y avait un changement de structure dans le sol. Ce n'était pas dans du sable, c'était dans la partie donc, humus sous les buissons. Donc on ne peut pas dire que c'est le sable qui aurait volé ou bien c'était peut-être un chien ou quelque chose comme ça. Non, c'était une partie humus. Et nous avions, avec la police judiciaire de Bruges, décidé que dès le moment où il serait nécessaire de faire des fouilles, qu'on reviendrait à la police, que c'était nécessaire qu'eux le fassent. On avait même mis sur papier. À ce moment-là, nous avons dit voilà, nous avons 2 mètres carrés. Voilà les faits auxquels nous sommes confrontés. Nous vous repassons le dossier. À ce moment-là, le commissaire et 2 autres membres de la police judiciaire de Bruges étaient présents. Et le commissaire Van Tichem a refusé de faire des fouilles à cet endroit. Pour nous, c'était un coup qui nous était donné après ce que vous avez entendu, après tout ce que nous avions fait à ce stade, après même que nous ayons accepté de repasser le dossier à la police. Et à ce moment-là, je l'ai dit, et vous comprendrez pourquoi je ne veux pas que la presse ne soit pas là. Nous avons dit alors à ce moment-là, nous nous tournons vers la presse, nous allons faire nous-mêmes les fouilles. À ce moment-là, donc c'était suffisant peut-être, puisque l'on a donné à ce moment-là, demandé aux services techniques de venir pour faire les fouilles, et les services techniques ont fait de l'excellent travail, donc les fouilles ont été faites de façon très précise. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé à cet endroit-là une partie d'un bikini, un slip, un lipstick, ils ont trouvé une petite boîte à pilules, un rouge à lèvres, un brosse à cheveux avec encore des cheveux dessus et même une grenade parce que le service de déminage a dû venir lui-même. Imaginez si nous avions dû faire ce travail nous-mêmes. Alors à ce moment-là, on nous a dit c'est des déchets qui ont été déposés par quelqu'un. Moi, je me demande s'il s'agit vraiment d'ordures. Et je me demande pourquoi ces chiens ont réagi. Donc nous avons été très déçus à ce moment-là. Heureusement ou malheureusement, cela n'avait rien à voir avec Anne et Eefje. Nous avons à maintes reprises demandé à avoir accès au dossier. Nous n'avons jamais obtenu gain de cause. Nous avons demandé des informations. On ne nous donnait les informations que si nous téléphonions directement. Et je dois dire que personnellement, j'en avais assez à un certain moment de devoir à chaque fois téléphoner et toujours être renvoyé sans rien. Et à un certain moment, j'ai même attendu 3 à 4 mois avant de recontacter Bruges et puis j'ai repris le contact. D'ailleurs, on est allé si loin. Et je voudrais d'ailleurs vous remettre cette lettre. Je dois vous dire que le jour de Noël, mon père est décédé très soudainement, d'ailleurs également en conséquence de tout ce que nous étions en train de connaître avec Anne. C'était le parrain de Anne, ça lui a touché très profondément. Et M. Van Tichem, le commissaire, m'a dit ensuite, envoyez cette lettre 15 jours plus tard, et il me dit qu'il me l'envoie en son nom personnel, mais cela s'est fait par la police de Bruges. C'est une lettre de 2 pages, je ne vais pas la lire, mais je la verserai au dossier comme pièce. Ceci vous donnera la conviction que l'on n'a quasiment pas tenu compte, ou même pire, on a estimé que la victime, puisque je suis victime aussi, est rendue encore davantage victime par ceci. Als ik hier aansluitend, want dezelfde persoon, meneer Van Tichem, Monsieur Van Tichem, qui était là lors des obsèques et qui a d'ailleurs prononcé quelques paroles, eh bien, il n'a plus jamais pris contact avec moi et j'ai demandé à tout le monde
de nous laisser quelques jours de repos. Eh bien, ce même commissaire, M. Mantechem, a dit qu'il n'avait pas de contact avec la presse et cependant, dans la presse encore, il s'est plaint de ce que moi, le père de Anne, j'aurais freiné l'enquête. Alors ça, ce fut vraiment la plus grosse insulte qu'aurait pu me faire M. Mantechem. Je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais osé empêcher l'enquête devant porter sur la recherche de ma fille. Je suis toujours convaincu. Et je vais le démontrer. Je vais le démontrer par le biais d'une question qu'a posée mon fils dimanche dernier au Premier ministre de Han. Il a demandé pourquoi. Pourquoi n'avez-vous pas, dès le début, confié l'affaire Anne et Eve au juge Conrad? Et M. de Han nous a donné des explications très techniques pour répondre à cette question, mais je crois que ce que mon fils voulait dire, c'était en fait, pourquoi n'avez-vous pas désigné quelqu'un dès le départ, quelqu'un qui, immédiatement, avec tout son cœur, avec toute son âme, se serait consacré à cette recherche, à cette enquête? Je suis absolument convaincu que si l'on avait déployé les mêmes efforts, si l'on avait été aussi motivé dès le départ, que lorsqu'on s'est mis enfin à chercher Sabine et Laetitia, eh bien, je crois que l'on avait quand même des possibilités de retrouver Anne et Eve et de les avoir vivantes parmi nous maintenant. J'en suis intimement convaincu. Et je terminerai en vous disant que lorsque l'on a transféré le dossier à Neuchâtel, eh bien, à ce moment-là, et ne me comprenez pas mal, ne m'interprétez pas mal, à ce moment-là, pour moi, ce n'était plus nécessaire de voir ce dossier. Je voulais vous dire qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une énorme confiance. J'ai eu d'excellentes relations avec le juge d'instruction. Et en fait, pour moi, il était devenu superficiel. C'était devenu tout à fait inutile de regarder ce dossier qui avait enfin été confié à Neuchâtel. Je voulais vous dire par là qu'avec le procureur Bourlet, j'ai pu avoir un entretien. J'ai pu parler, j'ai pu avoir un dialogue d'homme à homme avec le procureur de Bruges. Ça n'a jamais été possible. Je ne l'ai vu qu'à la TV, c'est tout. La manière dont nous avons été traités à Neuchâtel, la manière dont Neuchâtel nous a informés de l'état d'avancement du dossier, la manière dont cette équipe nous a traités, eh bien franchement, ça donne chaud au cœur. Merci, Monsieur Marshall. Monsieur Similan, Maître Similan. Eh bien, pour conclure, je voudrais encore faire quelques commentaires qui ne sont pas directement liés à notre visite ici. Il s'agit d'une enquête sur une enquête, sur l'enquête qu'avait réalisée la police judiciaire. Et souvent, on a le sentiment que les victimes, je les appelle comme ça, les victimes, en fait, ne font que critiquer la justice qui serait corrompue, qui veut tout cacher. Je peux vous dire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, que ce n'est pas le cas. Nous savons très bien, et vous en êtes la preuve, que vous allez travailler sérieusement, que vos travaux seront couronnés de succès. Et je suis certain que ceux qui ont voulu cacher des choses seront sanctionnés. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais de là à dire qu'il faut traiter tout le monde sur un pied d'égalité, que toute la magistrature est pourrie, eh bien, ce n'est pas vrai. Nous prenons nos distances de ce genre de déclaration. Au contraire, lorsque l'on sait que la justice
doit travailler avec des moyens très limités. Parce que l'on sait que toute la structure de la justice, à l'exception de cette petite partie relative au pénal, mais pour le reste, tout le reste de la structure de la justice, bon, tribunal de commerce, tribunal de première instance, jusqu'au tribunal en appel, tout cela ne pose pas de problème. Mais ici, il y a eu des problèmes dans cette enquête. Peut-être que certaines personnes étaient moins motivées, peut-être que certains même ont mis des bâtons dans les roues. Mais que doit faire la justice? Le pouvoir judiciaire doit appliquer les lois. C'est tout. Lorsqu'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes dans un cas comme celui-ci, eh bien, les juges doivent appliquer des lois qui sont vieillottes. Die aan de andere kant staan van de betichten, de slachtoffers, eventueel later de burgerlijke partijen, les parties civiles, geen rechten hebben. Non, aucun droit. Voorstellen die men destijds gedaan et avec les propositions que l'on avait présentées et qui, hebben de burgerlijke partijen nog minder. Enfin, seront peut-être prises au sérieux, les parties civiles ont de moins en moins de droits encore. De raadslieden van de betichten, et les conseils, meer mogelijkheden te geven. Les accusés ont souvent beaucoup plus de droits. Een individu. Alors, c'est normal, un individu dans une société doit être protégé, mais qui doit avant tout être protégé? Ce sont les plus faibles, ce sont les enfants, ce sont les victimes. Si, il y a des années, puisque ça fait des années qu'on est en train de revoir le droit pénal en Belgique, depuis les années 60 déjà, si la partie civile avait au moins les mêmes droits que les inculpés, eh bien, peut-être que cette commission, malgré son intérêt actuel, aurait été superflue. Car dans ce cas, les avocats et les familles des victimes auraient pu suivre l'enquête et voir dès le départ ce qui ne fonctionnait pas et intervenir. Ça n'a pas été le cas. C'est très dommage. Et c'est en confiance que je m'adresse à vous. Vous ferez certainement preuve de créativité, car c'est vous qui êtes responsable des changements qui doivent intervenir. Vous êtes le pouvoir législatif et vous aurez une influence également sur le gouvernement. Et je vous demande de prendre les mesures qui s'imposent, de faire preuve de créativité. Et je peux vous assurer que cette créativité ne doit pas être énorme. Il suffit de modifier quelques articles de la loi, de moderniser le code pénal et de dire qu'une partie civile a au moins les mêmes droits que les inculpés. Merci. Alors, Monsieur Van Parijs, du CVP. Merci. Monsieur Van Parijs demande la parole. Vous avez la parole, Monsieur Van Parijs. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce qu'a dit Monsieur Simillon est tout à fait intéressant pour les membres de cette commission, en particulier ce qui a été dit au sujet des propositions en matière de législation. Et il faut surtout regarder les droits des victimes, les droits des... Et je crois que ceci d'ailleurs devra faire l'objet des différentes enquêtes que nous devons faire. J'aimerais faire une remarque à ce stade. Je crois qu'au nom de cette commission, nous allons devoir nous adresser à un certain nombre d'instances et en premier lieu, ce devrait être le ministre de la Justice. Il faudra surtout que l'on voit qu'il y ait un accès similaire au dossier pour tous. Il faut que cet accès soit accordé à toutes les parties intéressées. D'ailleurs, ceci vaut non seulement pour ce dossier, cela vaut également pour d'autres dossiers. Il faut qu'il y ait le même accès pour tous. Et je pense qu'il est important que ce signal soit immédiatement donné. Dans le cas d'espèce, au ministre de la Justice, je pense qu'il faut être tout à fait clair à ce sujet. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire comme première réaction aux interventions de ce matin. Merci. Monsieur Erdekens. Monsieur le Président, je souhaiterais d'abord exprimer que notre commission reçoit tout d'abord les parents des victimes. Et que si dans la procédure, les familles ont eu le sentiment d'être écartées parce que la procédure pénale actuelle fait une part trop belle aux prévenus et ne fait pas la part qui lui convient aux victimes, à la partie civile. En ce qui concerne la commission,
d'enquête, c'est d'abord les victimes que nous entendons. Et c'est à partir d'elles que nous entendons mener nos travaux. C'est un préalable qu'il convient de signaler parce qu'il est important et parce que nous allons, au niveau de la méthode, à contre-courant de ce qui se fait au niveau de la justice. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième, c'est qu'il convient bien évidemment de revoir la notion de ce qu'on appelle les droits de la défense. Parce que lorsqu'on parle de droits de la défense, dans la conception actuelle du droit et de la procédure pénale, la défense, c'est la partie inculpée ou prévenue. Or, devant un tribunal, il y a l'avocat de la partie civile, il y a l'avocat de la partie inculpée. Or, l'avocat de la partie civile assure une défense. Donc, les droits de la défense, c'est une notion bien plus large que la seule défense de l'inculpé, c'est aussi la défense de la partie civile. Et cette modification de la définition de ce qu'on appelle les droits de la défense, il conviendra de la traduire, en tout cas, dans une modification des textes, comme le réclame fort opportunément Maître Similon. Alors, j'en arrive maintenant à la troisième réflexion, qui est le problème de l'accès au dossier. Nous avons entendu ce matin à huis clos les parents de Julie, et nous avons entendu le papa de Mélissa. Et ces personnes ont dû se battre pour avoir accès au dossier. Ils ont dû d'ailleurs recourir à une décision de justice pour être autorisés à avoir le dossier, et ils se sont trouvés depuis plus d'1 mois en butte à une inapplication de la décision du tribunal leur permettant d'avoir accès au dossier, si ce n'est en leur réclamant des sommes abracadabrantes. Alors, il me paraît qu'en ce qui concerne M. Marchal, tout comme M. Lambrecht, par ailleurs, il est essentiel qu'ils puissent avoir accès au dossier. Comment faire l'enquête sur l'enquête si les parents des victimes n'ont pas accès au dossier de l'enquête? Donc, je crois qu'il faut immédiatement que l'on trouve une solution pour qu'ils puissent disposer à bref délai du dossier de l'enquête, qu'ils puissent l'examiner et nous faire part, au-delà de leur impression, puisqu'ils ont été tenus à l'écart de l'instruction, qu'ils puissent nous faire part de griefs plus précis que ceux qui résultent de ce mauvais contact qu'ils ont eu avec divers acteurs de l'enquête. Et enfin, Monsieur le Président, je pense que puisque vous allez disposer, la Commission, d'une liste des acteurs de l'enquête dans l'enlèvement d'Anne et Effieux, il est essentiel, me semble-t-il, que cette liste puisse être communiquée à M. Marchal comme à M. et Mme Lambrecht, et que ceux-ci puissent éventuellement compléter cette liste et nous dire à leur sentiment quels sont les manquements qu'ils ont constatés au travers de divers acteurs de l'enquête, de telle sorte que nous puissions apprécier leurs remarques et que cela puisse guider nos travaux. Voilà au stade actuel ce que je souhaitais formuler comme suggestion. Merci. La parole est au collègue de Crolly. Monsieur Vincent de Crolly, écolo à Galef. Pour dire à nos invités que nous allons vraiment, ici dans cette maison, travailler beaucoup dans les jours et les semaines qui viennent sur un certain nombre de contradictions et un certain nombre de non-dits. On apprendra beaucoup des contradictions, de différentes versions qui existent, de différents faits, et on apprendra beaucoup aussi si nous parvenons à remonter un certain nombre d'éléments pour aboutir à d'éventuelles protections. Je voudrais interroger nos invités sur des impressions, même éventuellement encore non confirmées ou non établies, bien sûr, qu'ils pourraient avoir concernant des éléments contradictoires de ce qui leur a été dit, concernant des impressions qu'ils peuvent avoir eues dans le cours du processus sur ce qu'on leur a éventuellement caché et sur d'éventuelles protections au niveau d'un ou de plusieurs magistrats ou bien au niveau d'un ou de plusieurs policiers dont ils ont pu avoir l'intuition. Je voudrais aussi leur demander s'ils ont été les témoins sur le terrain d'éventuelles rivalités entre services de police, s'ils ont eu, à propos de l'accès au dossier, et en particulier de l'accès au dossier pénal dans sa phase antérieure à la transmission de Liège à Neuchâteau, je voudrais savoir s'ils ont eu des engagements ou des promesses, de qui ils les tiennent et quelles étaient les échéances de réalisation de ces promesses. Pour quand vous a-t-on éventuellement dit que vous pourriez disposer de ces dossiers, puisque le temps est vraiment un facteur clé du travail que, avec vous, nous allons essayer de mener à bien.
Voilà pour les questions que je voulais poser, Monsieur le Président. Het is misschien aangewezen van op deze punctuele vragen in de mate van het mogelijke, als het kan, onmiddellijk een antwoord Il est peut-être indiqué de donner immédiatement une réponse à ces questions dans la mesure du possible. Vous avez dit que nous n'avions jamais eu droit de regard sur ce dossier avant qu'il passe donc de Bruges à Neuchâtel. Eh bien c'est vrai, je l'ai demandé très souvent, j'ai demandé à voir ce dossier. Je n'ai jamais pu voir le dossier, je ne sais même pas ce qu'il y a vraiment dans ce dossier. Et qu'est-ce qu'on a encore demandé? Est-ce que vous pensez qu'on a mis des bâtons dans les roues de l'enquête? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait des gens qui freinaient l'enquête? Je ne sais pas. Lorsque je demande simplement d'avoir une deuxième opinion sur une expertise des enregistrements de Rastrelli, par exemple, eh bien, ça a été refusé. Lorsqu'on voit les enregistrements, lorsqu'on sait ce qu'est l'hypnose, eh bien, on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je ne sais pas comment interpréter cela. Je ne sais pas pourquoi on m'a refusé une deuxième expertise. Mais j'ai beaucoup insisté, ça a toujours été refusé. Et à l'époque, on ne parlait même pas de l'affaire Dutroux. Donc, c'était une simple demande, pas plus, pour voir s'il n'y avait pas d'autres possibilités, d'autres portes qui pouvaient s'ouvrir. Donc là, je crois qu'on s'est montré très laxiste, en effet. On voulait savoir s'il n'y avait pas eu des protections. Monsieur de Crolly, qui n'a pas encore été répondu, donc je viens après chez vous. Meneer de Crolly heeft dus eigenlijk ook gevraagd of u hebt vastgesteld dat er op een bepaald Il y a également la question de Monsieur de Crolly, si vous avez constaté qu'à un certain moment il existait des protections dans le dossier, ou si vous avez eu connaissance de la soi-disant guerre des polices. Est-ce que vous avez eu une expérience dans ce domaine-là? Oh, la guerre des polices, je me suis rendu compte de l'existence de la guerre des polices le jour où on a retrouvé Anne et Eve. C'est très pénible de devoir dire que les deux pouvoirs qui étaient présents étaient là surtout pour m'annoncer le décès de ma fille. Là, la gendarmerie était là, le parquet de Bruges aussi. Subitement, le commissaire qui m'avait traité d'une manière aussi inhumaine jusqu'à ce moment-là, eh bien, subitement, il connaissait mon prénom. Il était bien présent pour me dire qu'on avait retrouvé la dépouille de ma fille. Et là, il s'est montré subitement très aimable, ce qui pour moi était pratiquement un signe d'hostilité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Monsieur Bourgeois de la Volksuni. S'il s'agit de ce point-là, bien sûr, Monsieur Bourgeois. Monsieur Moreau, dan meneer Moreau, meneer De Waal. Je viens comprendre par rapport aux questions précédentes. Je viens d'entendre Monsieur Marchal dire qu'il parlait des contacts, ou plutôt de l'absence de contact avec le procureur du roi de Bruges. Y avait-il ou n'y avait-il pas un juge d'instruction? Si juge d'instruction il y avait, qui était-il et a-t-il entendu M. Marchal? Quels ont été les rapports avec celui-ci? Voilà, me semble-t-il, une question importante pour la suite de nos travaux. Misschien aansluitend de vraag van collega De Waal. Peut-être que l'on pourrait maintenant prendre la question de M. De Waal par la même occasion. Oui, en fait, je voudrais m'enchaîner sur la question de M. de Crolly. Et il faudrait peut-être ajouter encore un autre élément. La question était de savoir si vous avez eu l'impression, outre le fait, et là, je vous l'ai déjà entendu dire à maintes reprises, vous avez été traité de façon inhumaine et que des fautes ont été commises dans le dossier. Mais avez-vous l'impression qu'il y a eu une machination qui fait que certaines choses n'ont pas été suffisamment examinées? C'est une question qui, je crois, est présente à l'esprit de bon nombre de personnes. Est-ce qu'il y a des inexactitudes? Est-ce qu'il y a des choses que l'on n'a pas suffisamment approfondies? Donc, bien sûr, l'inhumanité, oui, mais est-ce qu'il y a plus? Est-ce que c'est une question de ne pas pouvoir, de ne pas vouloir ou de ne pas avoir le droit de continuer? Est-ce que vous avez des indications concrètes ici? Tout d'abord, pour ce qui est du juge d'instruction et le procureur, c'est le procureur Bergfens.
Alors avec l'un des deux, j'ai parlé une seule fois par téléphone. C'était lorsqu'ils m'ont dit que l'on allait veiller à ce que la presse ne m'importune plus. C'est tout. C'est tout. Ni M. Buys, ni M. Bergfens n'ont jamais pris contact avec moi. Je les ai jamais vus. Jamais. Je ne les ai vus qu'à la télévision. Non, je ne les ai jamais rencontrés, jamais. Ik weet zelfs of misschien dat bij, maar daar was het meneer, dat was de procureur Clarisse. Monsieur le procureur Clarisse à Bruges, le fameux vendredi est arrivé, mais les deux autres n'étaient pas là. Non, je les ai jamais vus. Je les ai jamais rencontrés personnellement. Je les ai vus à la télévision, c'est tout. Et pour répondre à la question de M. De Waal, pour savoir si j'aurais des indices d'une certaine volonté de cacher les choses, là je me montrais très prudent. Je n'ai pas vu le dossier, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a eu plusieurs erreurs qui vont toutes dans la même direction, ou alors vraiment ce sont des gens totalement incompétents, ou bien consciemment on a décidé de cacher quelque chose. Mais pour moi ça m'est égal, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Je vous ai donné des exemples. Je vous dis, voilà ce qu'on a déclaré, voilà l'endroit où l'on pouvait commander les bandes, pourquoi était-elle dans l'entrée? Là, il y a eu une faute évidente, je peux le constater en tant que citoyen, on a fait une faute dans l'enquête. Et ce n'est pas la seule faute d'ailleurs, je peux vous en citer une autre. La chambre d'Anne a été entièrement retournée pour trouver des empreintes digitales, des indices, etc. Alors là aussi, je crois qu'on aurait pu faire preuve d'un peu plus d'humanité d'ailleurs dans ce genre de fouille. Enfin bon, là, on a vraiment retourné toute sa chambre. On n'a rien remis en ordre, bien sûr. On n'a rien nettoyé après. Et vraiment, ça représentait beaucoup de travail. Et c'était pénible de remettre tout ça en place. Eh bien, à ce moment-là, si l'on reçoit des indices, si on reçoit des indications selon lesquelles Anne et Eve, avec deux autres jeunes filles plus âgées, auraient accepté de faire de l'autostop de Coxhead vers Ostende. Les deux autres filles disent qu'elles ont débarqué Anne et Eve à Newport. Lorsque j'ai transmis ces renseignements aux policiers de Bruges, et lorsque je leur ai dit est-ce que vous avez vérifié dans cette voiture s'il y avait des fibres, s'il y avait des cheveux, ils m'ont dit oui. Et puis il y a 3 mois, lorsque j'ai repris contact avec eux, parce que je voulais encore tout recontrôler, j'ai pris contact avec ces deux jeunes filles, elles m'ont dit que leur voiture n'avait jamais été contrôlée. Alors là, c'est de l'incompétence, c'est de la mauvaise volonté, c'est vraiment une manière consciente de cacher les choses. Il y a de nombreux exemples de ce genre. Et on se demande alors si tout ça a été fait de façon consciente ou inconsciente. Si c'est inconscient, là, franchement, je me demande où en est notre pays. Monsieur Landert, à ce même sujet. Et ensuite, c'est Monsieur Bourgeois. En ce qui concerne de l'accueil des victimes ou du contact avec la famille des victimes, on a toujours dit de la part des procureurs que les services d'accueil tels que nous les avons créés avec des assistantes sociales auraient été justement un système d'accueil adéquat. Or, si je ne m'abuse, il y avait un tel service d'accueil à Bruges, à Hasselt également, à cette période. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ce système a effectivement été utilisé? Est-ce que ce système peut-être ne fonctionne pas, ou bien est-ce qu'il ne fonctionne pas bien, peut-être? Je crois que le système a mal fonctionné, de toute façon, de manière tout à fait insuffisante. Je crois que le système ici n'a pas marché. La police de Middelkerk a en effet un accueil prévu pour les victimes, un service d'aide aux victimes. Thierry de Klerk, à mon avis, est un homme merveilleux qui nous a beaucoup aidés au début, et maintenant encore d'ailleurs. Mais je tiens quand même à vous faire remarquer que je crois que c'est prévu dans la loi que la victime doit demander l'aide. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque l'on est victime, lorsque Ars Moriendi, la SBL,
s'est présenté pour offrir une certaine aide. C'est comme ça que ça marche. Nous avons accepté cette aide. Et puis en fait, il n'était pas là pour nous aider, il était là pour nous voler. C'était de la fraude. Mais je suis sûre que l'aide aux victimes ne fonctionne que si l'on va vers les victimes. La victime ne demande pas d'aide. Elle reçoit de l'aide ou elle ne la reçoit pas. C'est tout. Et là, nous avons eu une très mauvaise expérience également. Bourgeois. Monsieur Bourgeois. Merci, Monsieur le Président. Vous avez déjà évoqué un point. Vous vous plaignez surtout de la façon dont le dossier a été traité. Et ce n'est qu'au moment où le dossier a été remis à Neuchâteau que vous avez repris confiance après vos contacts avec le procureur Bourlet. Alors ma question est la suivante. Y a-t-il eu des contacts entre vous et le juge d'instruction Conrod? Ces contacts étaient-ils bons? Et deuxième question, après que le juge Conrod ait été dessaisi, y a-t-il déjà eu de nouveaux contacts avec le nouveau juge d'instruction, M. Langlois? Je n'ai jamais eu de contact avec M. Conrod, pas plus qu'avec le nouveau juge d'instruction. M. Conrod, je l'ai toujours défendu parce que pour moi, à Neuchâteau, il y y a une équipe qui travaille. Et il était à la tête d'une équipe. Cette équipe a été décapitée. Ça m'a fait penser à une classe avec un excellent prof. On enlèverait le prof et puis que va faire la classe? Est-ce que la classe va continuer à fonctionner aussi bien avec un autre professeur? Ce sera le cas, à mon avis. C'est tout à fait possible. Mais pourquoi enlever le professeur au départ? Dans le meilleur des cas, si le nouveau juge d'instruction est bon, ça va marcher, mais on va perdre pas mal de temps. Et je crois que l'élément temps est très important. Il faut gagner du temps. Il faut continuer rapidement. Je suppose que vous n'avez jamais rencontré M. Langlois non plus. Non, c'est correct. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer le juge d'instruction Langlois. M. Van den Bos. M. Van den Bos du SP. J'aurais une question également à poser à M. Marchal. Dans les questions qui ont été posées par les parents de Julie et Mélissa, on n'a pas consacré suffisamment d'attention à ce qui s'était passé au cours des premières heures. Alors je voudrais savoir si pour M. Marchal, ça a été la même expérience et si effectivement c'est le cas. Le vendredi, à Bruges, nous sommes rendus chez le commissaire. Là, encore une preuve d'inhumanité, on nous a demandé de regarder les cassettes du spectacle d'hypnose et d'identifier notre fille, pour qu'on sache au moins de qui il s'agit. J'aurais dit, bon, écoutez, c'est très difficile, parce que là, en état d'hypnose, tout le public rit d'elle, se moque d'elle, c'est très difficile. Mais cependant, le commissaire a jugé nécessaire de me passer l'ensemble de la cassette de plus de 2 heures et de m'infliger de regarder cette cassette. J'ai insisté, j'ai dit que je ne voulais pas voir cette cassette. Il ne s'agissait pas d'identifier quelqu'un. Il suffisait d'ailleurs, si on voulait identifier, de regarder un extrait de la cassette. Finalement, c'est ce qu'on a fait. J'ai perdu de vue la question, là. Qu'est-ce que vous m'aviez demandé? Les premiers jours après la disparition de vos filles, est-ce que vous avez, parce que les parents de Julie et Mélissa ont dit qu'effectivement, au cours des premiers jours, on n'a pas tenu compte de ce qu'eux disaient. Oui, oui, c'est bien le cas pour nous aussi. Dès le départ, j'ai dit que il faut démontrer qu'il s'agit d'une disparition. Vous devez démontrer que votre fille a disparu et que c'est inquiétant. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. Anne avait acheté des cadeaux. Je collectionne des miniatures et elle avait acheté une miniature à mon intention. Une miniature qui manquait à ma collection. C'était emballé dans un emballage cadeau. Ce n'était pas pour elle-même qu'elle avait acheté ce cadeau. Elle avait également un cadeau pour sa sœur. Elle avait acheté des bâtons d'encens pour sa sœur. Ce n'était pas pour elle-même qu'elle avait acheté ces cadeaux.
Elle avait un cadeau pour chacun. Et la deuxième raison pour laquelle nous savions déjà que c'était une disparition inquiétante, c'est parce que Anne porte des lentilles de contact depuis le mois de juillet, donc depuis 2 mois. Et elle était très fière de ces lentilles. Et lorsqu'elle se rendait quelque part et qu'elle avait l'intention de partir un certain temps, elle emportait tous ses produits pour traiter ses lentilles de contact. Et elle emportait toujours ses lunettes comme réserve. Et ses lunettes étaient restées dans le bungalow. U zal het opgevallen zijn op de kist bij de uitvaartplechtigheid. Lors des obsèques, vous aurez constaté qu'il y avait un petit animal de peluche sur le cercueil. Elle avait toujours cet animal avec elle. Elle avait laissé cet animal dans son bungalow de vacances également. S'il était parti pour plusieurs jours, elle l'aurait emporté, c'est évident. Elle l'avait laissé sur son lit. L'après-midi, avant sa disparition, elle m'a téléphoné à la maison, car l'un de mes passe-temps, c'est la cuisine. Elle m'avait demandé par téléphone une recette qu'elle voulait réaliser le lendemain, puisque c'était à elle de cuisiner dans leur groupe. Elle m'avait téléphoné pour prendre note de la recette. On a retrouvé tous les ingrédients dans le frigo. Alors si l'on fait une fugue, on ne va pas acheter les ingrédients pour préparer une recette spéciale le lendemain, c'est pas possible. Et puis, la soirée de sa disparition, elle a envoyé une carte postale à la maison pour dire qu'elle s'amusait beaucoup en vacances, que c'était une carte très enthousiaste, elle était vraiment très heureuse en vacances. Lorsqu'on en va faire une fugue, on n'écrit pas ce genre de carte et puis on aura emporté au moins un chandail. Là, elle n'avait rien, elle n'avait que son sac à main et son appareil photo et quelques bonbons. Elle adorait les sucreries. Elle n'avait pas l'indispensable. Donc il y avait suffisamment de preuves pour penser que c'était une disparition inquiétante. Mais j'ai dû tout répéter devant plusieurs services policiers différents. Chaque fois on me disait, vous voulez me prouver que c'est bien une fugue. Mais au début, ils ne m'écoutaient même pas. Ils n'écoutaient pas ce que je disais. Et ça a duré pendant 10 jours. Cette attitude était toujours la même. Et puis, c'est nous qui avons réagi. Lorsque je suis parti pour Bruges, lorsque j'ai quitté Bruges, le juge d'instruction, M. Van der Straat, m'a dit, Monsieur Marshall, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et il m'a dit, non, j'ai répondu, je vais chercher ma fille. Et son ami, je vais le faire, je vais disséminer des affiches. Il m'a dit, je vous le déconseille. Je lui ai dit, pourquoi? Parce que si votre fille, demain ou la semaine prochaine revient, eh bien, le reste de sa vie, elle devra constater que sa tête a été affichée à chaque arbre de ce pays. Eh bien, je suis ravie de ne pas avoir suivi ce conseil, d'avoir quand même distribué les affiches. Sinon, ici, je me sentirais tellement coupable, ce que je ne me ressens pas. Mais le fait que l'on ne m'a pas pris au sérieux était terrible. Lorsque nous avons commencé à lancer des actions, on nous l'a reproché. Bon, on peut me le reprocher. On dit, mais ce que vous faites là maintenant, franchement, c'est pas professionnel, c'est pas précis. Nous sommes mis à chercher en amateur, bien sûr, parce que personne d'autre ne cherchait. Et nous avons commencé nous-mêmes les recherches avec des gens qui voulaient bien nous aider. Nous étions 200 au départ. Eh bien, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas du tout. Même si nous avons perdu du temps, même s'il y avait des pistes qui ont été suivies en vain, peu importe. Nous avons cherché. Personne d'autre ne cherchait. Je crois avoir répondu à la question. Notre circulaire du PSC. Le début de l'enquête, bien évidemment, les premières heures ou les premiers jours de la disparition qui sont des moments clés à ce moment-là. Vous avez dit dans votre introduction que vous aviez été bien reçu et écouté positivement par la police de Hasselt. Il semblerait que là, vous ayez été cru, qu'on ait pris en compte vos angoisses par rapport à la disparition de votre fille.
quelle a été la suite qui a été faite par la police d'Asselt par rapport à cette demande qu'ils avaient, eux, considérée comme sérieuse? Est-ce qu'il y a eu des contacts entre la police d'Asselt alors et le parquet de Bruges? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, avec qui, principalement au cours des jours suivants et des semaines, avez-vous eu des contacts, si des contacts ont eu lieu au niveau de l'enquête qui a été menée? Est-ce que vous avez une idée de la manière dont l'enquête a été menée? Je veux dire, des pistes qui auraient été suivies par les enquêteurs, ou bien n'avez-vous à ce niveau-là aucune information? Et troisième question, vous venez de dire que vous aviez vous-même distribué à un moment donné des affichettes avec les photos de Anne et Eefje. Du côté francophone, la SBL Marc et Corinne a réagi très rapidement en diffusant les photos de Julie et Mélissa. Est-ce que vous avez eu aussi des contacts éventuellement avec eux à un moment donné ou pas? Je vous remercie. Tout d'abord, la première question, c'est de savoir s'il y a eu des contacts entre Asselt et Bruges. En fait, Asselt, immédiatement après que nous ayons fait notre déposition, a pris le contact avec la police de Middelkerk. Le dossier se trouvait encore à Middelkerk et ils ont demandé aller voir les amis de Anne et Eefje pour voir ce qu'il en était pour eux, avec également à l'idée que c'était également des victimes, ce que moi j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Ensuite, une fois après avoir fait la déposition à Asselt, j'ai eu une réaction impulsive. J'ai eu l'impression, il faut que j'aille là-bas, il faut que je vois ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez? Et le commissaire m'a dit à Asselt, oui, je trouve qu'effectivement c'est une réaction normale, je réagirai comme vous. Et donc je l'ai fait. Nous sommes allés à Middelkerk en voiture et nous avons eu des contacts, même si à ce moment-là on nous a donné l'impression de dire oui, elles seront de retour demain. Et à la côte, je dois dire que j'ai eu un excellent contact avec Thierry de Clercq du centre d'accueil des victimes à Middelkerk. Il faut vraiment lui rendre hommage. Et je voudrais dire que cela ne peut ça peut fonctionner. Donc là, il faut bien le signaler aussi. Et à ce moment-là, le dossier, après quelques passages entre Furnes et Middelkerk, est arrivé à Bruges. Alors, dans la mesure, je ne sais pas s'il y a eu des contacts entre Asselt et Bruges. Alors, lorsque des indications arrivaient à Asselt, et c'était envoyé à Bruges. Alors, ça, c'est pour votre première question. Votre deuxième question, c'était de savoir s'il y avait eu des contacts dans les jours qui ont suivi. Alors, en fait, de temps en temps, ces contacts étaient très bons, dans ce sens qu'on nous a informés lorsque, par exemple, je posais des questions en disant « regardez ceci ou cela », mais ça dépendait beaucoup. Ça dépendait du moment. Au début, parce qu'il y a eu un changement de commissaire, les premiers 10 jours se sont assez mal passés. Ensuite, on a nommé un autre commissaire, M. Van Tichem, mais je dois dire que l'information a commencé à se tarir au bout d'un certain temps. Parfois, on jugeait un peu à la légère. On trouvait que chaque action d'affiche, bien sûr, amenait une certaine récolte d'indices. On disait, bon, il vaut mieux avoir 100 indices, parmi lesquels il y en aura un bon, que pas d'indice du tout. Alors eux, ils estiment, oui, mais chaque action que vous faites, cela va nous donner effectivement des tas d'indications, mais qui ne donnent pas de pistes sérieuses. Donc on ne les a pas vraiment suivis. Alors en ce qui concerne ces affiches, troisième question, c'est vrai que c'est la SBL Marc et Corinne qui a diffusé les premières affiches. Nous avons pris le contact avec la SBL Marc et Corinne à la côte, dès qu'on se tient à la côte, mais malheureusement, l'affiche contenait un certain nombre d'erreurs. En ce qui concerne la langue flamande, ce n'était pas tout à fait bien écrit. Alors nous avons fait une nouvelle affiche chez nous, en rentrant chez nous, et nous l'avons ensuite envoyée à la SBL Marc et Corinne qui l'a diffusée. Mais nous avons eu tant de solidarité à ce moment-là que toute une série de personnes, des connaissances, des amis, ont commencé à diffuser leurs propres affiches, et donc c'était plus vraiment nécessaire que la SBL s'en occupe. Mais je veux dire que dès le départ, on a contacté la SBL Marc et Corinne et on a toujours des contacts avec eux.
Une question très brève. Pour le début de l'enquête, le début si lent de l'enquête, qu'entendez-vous par le fait qu'ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit? On a beaucoup suggéré dans la presse que l'enquête avait démarré trop lentement parce que les enfants font parfois des fugues à la côte. C'est ça que vous vouliez dire? Et puis, vos rapports avec M. Van Tichem, vous en avez déjà parlé. En rendant compte que vous avez eu des mauvais contacts avec M. Van Tichem, vous avez eu des échanges épistolaires assez négatifs. Et combien de fois avez-vous rencontré M. Van Tichem au cours de l'année? Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que vous venez de nous dire, à savoir qu'au cours des 10 premiers jours, les responsables de l'enquête ne vous ont pas pris au sérieux? Ça c'est quand même un peu fort. J'aimerais que vous me confirmiez ça, ce qui s'est passé au cours des 10 premiers jours. Vous avez dit que la disparition n'avait pas été considérée comme une disparition inquiétante pendant 10 jours. Vous pouvez me le confirmer? Le fait que j'ai dit tout à l'heure que Anne et Eefje se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est vrai qu'il faut que j'explique un peu. La veille de leur disparition, 4 de leurs amis sont allés au même spectacle de Rasti Rostelli, au même casino. Par la suite, d'ailleurs, j'ai appris, parce que moi je me suis rendu sur place, j'ai eu des contacts avec les réceptionnistes qui toutes ont dit qu'en général le spectacle se terminait entre 11h et 11h20 du soir. Or il faut savoir que le tram qu'elle devait prendre était à 11h45. Les amis qui s'étaient rendus la veille au soir au même spectacle ont raté ce tram parce qu'ils sont allés prendre un verre. Ils sont allés prendre un verre et ils ont pris ensuite le tram de minuit 45 et pas 11h45, qui est donc le même tram que Anne et Eefje ont pris. Ils ont ensuite fait l'expérience que ce tram n'allait que jusqu'à Ostende et que c'était là son terminus. Et ensuite, ils ont continué en faisant de l'autostop pour se rendre à Westend. Quand ils sont arrivés à Westend, ces 4-là ont raconté le spectacle et leur expérience d'avoir fait de l'autostop. Et pendant qu'ils parlaient du fait de faire de l'autostop, Anne a réagi de façon très violente en disant « Mais ça, moi, je ne veux pas et vous n'auriez pas dû le faire. » Et je dois dire qu'en tant que parent, cela m'a fait plaisir parce que nous l'avons toujours dit à Anne qu'il ne fallait pas le faire, mais on sait que dans la pratique, parfois, les enfants ne tiennent pas compte de ce que disent les parents. Donc là, j'étais très flattée, en fait, de voir que Anne avait tenu compte de ce que nous disions et qu'elle était fâchée sur les autres qui avaient fait de l'autostop. Pour moi, c'était suffisant pour dire qu'elle n'allait pas faire de l'autostop si ce n'était pas absolument nécessaire. Donc ils ont eu toute une discussion à ce sujet et on a même dit à ce moment-là, et c'est Eefje qui l'a dit, un de ses amis l'a confirmé, Eefje avait dit qu'elle avait de la famille ou des amis qui se trouvaient à Blankenberg en vacances. Et Eefje avait dit, de toute façon, même si on rate le tram, on pourra toujours aller chez eux. Mais elles avaient bien dit qu'elles ne feraient pas de l'autostop. Et j'ai compris de la maman de Eefje que Eefje aurait fait de l'autostop. Mais enfin, le tout est de voir, évidemment, s'il faut le faire. À ce moment-là, je peux aussi me poser la question pour Anne. Alors, elles étaient elles-mêmes sur la scène et je pourrait comprendre qu'ensuite elles allaient essayer d'avoir le tram qu'il fallait à 11h45. Or, le spectacle s'est terminé entre 11h et 11h20. Les personnes avec qui elles se trouvaient à table ont dit qu'elles avaient immédiatement quitté la salle. Je suppose qu'elles auraient pu prendre le premier tram. Alors, premièrement, pourquoi, au moment où le tram part à minuit moins le quart, pourquoi est-ce qu'on les signale dans le hall du casino où elles n'avaient rien à faire, elles n'avaient pas besoin d'y venir. Même si on se trompe, on n'a pas besoin d'aller dans le hall du casino.
Deuxième question que je me pose, pourquoi, lorsqu'elles arrivent à Ostende, et elles ont toutes les deux une montre, pourquoi ne se rendent-elles pas compte qu'elles sont montées dans le mauvais tram? Pour moi, il y a quand même quelque chose qui a mal tourné. Et pourquoi restent-elles assises? Même le chauffeur quitte le tram, et elles restent assises dans le tram. Et c'est le gardien de nuit qui finalement leur dit « Ce tram ne va pas plus loin, vous devez descendre ». Et ce n'est qu'alors qu'elles quittent le tram. Pour moi, je trouve ça très étrange, très bizarre. C'est une situation étrange et inquiétante. Et je ne peux pas dire, parce que là, M. Rostelli pourrait m'attaquer, je ne peux pas dire qu'elles étaient encore sous hypnose ou qu'elles faisaient l'objet d'un certain traumatisme ou qu'elles étaient en état post-hypnotique. Je ne peux pas le dire, mais je pose la question. Pourquoi ont-elles pris ce mauvais tram? Pourquoi se trouvaient-elles encore dans ce tram alors qu'elles savaient que ce tram n'allait pas plus loin? Et c'est pour cela que je dis, si Dutroux les a emmenées à partir de cet endroit-là, à ce moment-là, elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est cela ce que j'ai voulu dire. Vous nous demandez maintenant le rapport avec M. Van Tichem. Alors, ce rapport a été amical et a évolué. Et puis ensuite, c'est devenu quand même un peu moins amical, car si M. Van Tichem estime nécessaire de s'adresser de cette façon-ci 15 jours après l'enterrement de mon père, je trouve que c'est arrogant. Je trouve qu'il utilise des termes qu'un enquêteur ne peut pas utiliser. Je trouve à ce moment-là que moi, en tant que victime, je pourrais me permettre... Est-ce que vous le voyez régulièrement, M. Van Tichem? Dans le courant de l'année, nous l'avons, oui, rencontré peut-être 5 fois. Rencontré. Nous avions des contacts téléphoniques à intervalles réguliers lorsque je l'appelais. Alors j'ai essayé de ne pas lui téléphoner. À ce moment-là, il fallait attendre 3 ou 4 mois. Alors c'était toujours moi qui reprenais l'initiative. La lettre en question sera envoyée à tous les membres de la commission d'enquête, dit le président. Et ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que M. Van Tichem a estimé qu'il devait réagir dans la presse après la messe d'enterrement de ma propre fille. Je l'ai contacté, j'ai essayé de le contacter pour lui demander ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas pu le contacter, alors j'ai contacté le commissaire en chef, M. Senave, et le commissaire en chef m'a dit alors, M. Van Tichem a en fait des problèmes et il m'a demandé de faire preuve de compréhension. Là, je trouve que c'est le monde à l'envers et je n'ai plus essayé d'avoir de contact. Et enfin, votre dernière question, c'est de savoir si, pour moi, ces 10 jours n'étaient pas inquiétants. Je dois dire, je n'ai pas eu accès au dossier, donc je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 10 jours. Mais je peux vous dire que j'avais vraiment le sentiment qu'on ne faisait rien, parce qu'après quelques jours, nous avons commencé à faire ces recherches nous-mêmes. Et à ce moment-là, du côté des autorités, du côté des enquêteurs et de la police, on n'a pas réagi. C'est là que j'ai pour la première fois vu à la télévision M. Bergfens, M. Peters, Mme Peters. Mme Peters du CVP. Monsieur Marshall, je pense que le soir même de la disparition, vous n'avez pas fait de déposition, c'est le lendemain. Et c'est les amis de vos filles qui ont informé M. Lambrechts et vous-même du fait qu'elle n'était pas arrivée. Donc je suppose qu'il a fallu à peu près 24 heures avant de faire la déposition. Donc vous-même, vous avez pris des contacts avec la police de Hasselt et ensuite vous êtes parti à Middelkerk. À quel moment avez-vous eu un contact spontané avec les instances judiciaires ou de leur part, ou bien est-ce que ça ne s'est pas fait? Vous avez bien résumé les choses. Les parents de Eefje sont divorcés. Il y a donc là 2 familles. Eefje habitait avec sa mère.
Et je dois ajouter que la déclaration à 17h a eu lieu à West End. C'est l'ami d'Anne et Efje qui a fait la première déclaration, pas nous-mêmes. Enfin là, on n'a même pas pris note. On s'est moqué d'elle. Il n'y a pas eu de véritable déclaration. Alors elles ont décidé le soir de faire quelque chose et le soir, à 10h15, elles m'ont téléphoné. Et elles ont téléphoné également à la mère de Efje, pas à M. Lambrecht. C'est alors que j'ai pris contact avec la mère de Efje et la mère de Efje et moi-même, nous sommes rendus à la police de Hasselt pour faire une déclaration officielle. Et puis j'ai décidé de me rendre à la côte et la mère de Efje m'a accompagné. Nous sommes partis à 3 vers la mer. Nous avons pris contact avec la police uniquement le vendredi parce que c'est alors que le dossier devait partir à Bruges. Et après ça, nous avons eu très peu de contact avec Bruges finalement. Ce que je voudrais savoir, si la police elle-même ne vous a pas informé de la disparition de vos filles, vous, parents, qui avez donc attendu. Oh non, non, pas du tout, non. Les enfants se sont rendus à la police de West End à 17h le mercredi et on s'est moqué d'elle. On s'est moqué d'elle. Et puis, à 22h15, elles m'ont téléphoné. Et l'autre amie a téléphoné à la mère d'Efje. Et elles nous ont dit qu'elles n'étaient pas revenues. Et c'est alors que nous sommes rendus à la police pour signaler leur disparition. Et nous sommes partis pour la mer. Mais ce n'est pas la police qui nous a communiqué leur disparition, pas du tout. Monsieur le Président, c'est clair que depuis ce matin, même si nous Patrick Moriot, DPS. On parle beaucoup de dysfonctionnement, mais au moins et en tout cas d'une certaine inhumanité, d'après ce que nous avons pu entendre. Il paraît important, et c'est d'ailleurs l'un des premiers objets de notre mission, c'est d'abord de mettre en évidence ces éventuels dysfonctionnements, mais aussi de savoir, et ça a été dit tout à l'heure par une question posée, si c'est le fruit d'une certaine incompétence, de lâcheté, de désorganisation, ou que sais-je, ou si c'est le fruit de protection qui résulterait de l'organisation de réseaux organisés. Il me paraît important, nous l'avons déjà dit également, et nous en discuterons lundi en termes de méthodologie, mais il me paraît dès à présent vraiment capital que les familles, d'abord dans un premier temps, puissent avoir accès au dossier. Je crois que toutes les familles, nous n'avions aucune demande actuellement, je crois qu'il faut faire en sorte que toutes les familles puissent avoir accès au dossier. Et alors je voudrais demander à M. Marchal s'il existe, à l'instar de ce que les familles Lejeune et Rousseau ont constitué, c'est-à-dire les 58 questions qu'ils ont présentées à la conférence de presse, je crois que c'est en juillet ou en juin 95, si vous avez une liste des griefs, si pas, je sais que vous êtes fort éprouvé, mais parce que je crois que la collaboration des familles pour le travail que nous avons effectué est excessivement important, si vous pourriez peut-être rédiger brièvement une liste de ces griefs, ainsi que, et ça me paraît aussi important, une liste des intervenants, de tous les acteurs dans ce dossier, à la fois à Celt, à Bruges, à Furnes, puisqu'à un moment donné, il y a eu du flottement, à savoir, d'après ce que M. Marchal a dit, et éventuellement également de nous indiquer ce que vous jugez comme essentiel que nous puissions interroger. Parce que c'est cela dont s'agira notre mission. Je crois que c'est très important que nous puissions demander votre collaboration. Pour être tout à fait complet, et avant de demander à M. Marchal de répondre, en ce qui concerne les personnes qui ont coopéré à l'enquête, j'ai demandé au ministre de la Justice de me donner tous les noms à partir du moment où la disparition a été signalée jusqu'au moment actuel, donc toutes les personnes qui ont participé à cette enquête au niveau du juge d'instruction, procureur du roi
ou enquêteurs sur le terrain et j'ai l'intention que ceci soit communiqué à chacune des familles parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont s'y trouver, avec qui ils ont eu des contacts, avec qui il pourrait y avoir des problèmes. Et pour votre première question, bien sûr, vous pouvez y répondre vous-même. La question à savoir si il existe effectivement une liste de griefs que vous avez pu établir comme la famille Rousseau et Lejeune l'avait fait. Non, je n'ai pas dressé de liste des griefs, car les griefs se sont développés peu à peu. On pourrait allonger cette liste à l'infini. Je n'ai jamais rien noté. Je n'ai jamais pris la peine de le faire. Car pour moi, il ne s'agissait pas d'établir une liste des griefs, il s'agissait de retrouver Anne et Effe. Et après cela, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de griefs à présenter, mais je n'ai jamais pris la peine de les noter. Chaque fois que j'avais un grief à signaler, j'ai réagi immédiatement, donc je n'ai pas de liste, non, rien. J'ai simplement réagi chaque fois au coup par coup, quand ça me semblait nécessaire. Dans les frictions entre les différents pouvoirs, eh bien, pour moi, tout ça, c'est très laconique parce que, je vous l'ai dit auparavant, lorsqu'il y a des frictions pour savoir qui a droit au dossier, est-ce que c'est Furnes, est-ce que c'est Bruges, franchement, tout ça, ça a l'air tellement inhumain, tellement impersonnel, on se retrouve assis entre deux chaises et puis on se dit, mais alors finalement, qui est responsable des recherches pour retrouver ma fille? Tout ça, c'est aussi très inhumain. Et je voulais souligner une fois de plus que je rends hommage à la police de Hasselt pour la partie du dossier qui leur revient. Sinon, je crois que ça aurait duré encore plus longtemps si la police d'Asselt n'avait pas aussi bien réagi. Monsieur Landau, sur ce point spécifique, oui, sur ce point spécifique, Monsieur le Président, parce que je pense qu'il y a une information nouvelle qui en découle. Également, la liste que le ministre nous a promis, c'est important, parce que les personnes de Furnes ne figurent peut-être pas sur la liste, mais ce que j'entends, et je voudrais en particulier savoir comment il y a eu donc ces frictions, ces divergences entre Furnes, Bruges, entre deux procureurs, ce que vous avez pu en remarquer, car il apparaît, c'est une bonne nouvelle, qu'il y a peut-être quand même une certaine obstruction pendant le démarrage de l'enquête. Pour ce qui est du contenu, même, je peux ajouter un point. Westende dépend de Furnes, Middelkerk dépend de Bruges. Mais il y aurait là des frictions parce qu'on disait voilà, les jeunes filles étaient à Westend en vacances, mais en fait la déclaration de disparition a été faite à Middelkerk, c'est Middelkerk qui est responsable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'en sais pas davantage. Et à ce moment-là, de toute façon, ma fille n'était plus qu'un dossier, plus qu'un numéro. C'était plus un enfant. Monsieur Maguin, PRLRD. L'information venant d'Espagne n'avait pas été vérifiée dans les médias, seulement 3 ou 4 mois plus tard. Pourriez-vous nous préciser quelle a été la nature de ces informations et si c'était vous-même qui les aviez recueillies ou si c'était des autorités de police qui les avaient recueillies? Là, il y a un doute dans mon esprit. Mais d'une manière plus générale, puisque vous avez été amené à devoir mettre vous-même en œuvre des moyens d'investigation, est-ce que vous avez été amené à recueillir des témoignages, j'insiste sur le mot de témoignage, dont vous avez fait état par la suite aux autorités de police et qui n'ont pas été exploités? Pour toute précision, il faut bien dire, je n'ai pas dit qu'on n'a pas vérifié les indices qui étaient parvenus d'Espagne, j'ai simplement dit que ceci a été vérifié, mais trop tard. On a vérifié que 3 ou 4 mois après que ces indications étaient parvenues. Pour toute précision, il s'agit aussi d'indications qui étaient parvenues à la police et ceci vaut pour toutes les indications. Tout ce que moi j'ai reçu, je l'ai immédiatement transmis à la police judiciaire de Bruges. Il faut comprendre, lorsque votre propre fille a disparu, on est prêt à examiner tout, à donner tous les indices parce que ce qui nous importait c'était de la retrouver. Alors pourquoi est-ce que je garderais des renseignements et que je ne les donnerais pas à la police? Je me rends tout à fait compte du fait que je ne suis pas enquêteur. Simplement, j'ai fait certains travaux d'enquête personnellement parce que je pensais, enfin j'avais l'impression qu'on ne cherchait plus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait
ces travaux d'enquête, mais tous les renseignements ont été transmis à la police. Et ces renseignements qui sont arrivés d'Espagne, il s'agissait de renseignements où on disait qu'on les aurait signalés, qu'on les aurait vus en Espagne. Alors je trouvais à ce moment-là que c'était quand même nécessaire de dire il faudrait aller voir sur place. On va au moins essayer de vérifier si effectivement c'est bien le cas. Le fait qu'il faut un peu de temps pour avoir une commission rogatoire, je le comprends. Mais d'autre part, je dois quand même signaler qu'à un certain moment, personnellement, j'ai reçu un renseignement de 2 passeports français de jeunes filles qui auraient été trouvés en Espagne. On me l'a signalé immédiatement. À ce moment-là, j'ai tout de suite téléphoné en Espagne, même si je ne parle pas l'espagnol. Et avec mon français, j'ai essayé d'obtenir une réponse et dans les 2 jours, dans les 48 heures, j'ai reçu une réponse pour savoir si ces passeports pouvaient appartenir à Anne et Efje. Donc dans les 48 heures, l'Espagne a répondu. Donc il ne faut pas me dire qu'il faut 3 ou 4 mois avant que la police belge ne puisse aller en Espagne. Et si tel est le cas, là à nouveau, je trouve que c'est un manquement. Madame Herzé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marchal, vous aviez dit qu'il avait fallu plus de 10 jours que pour ce que certains comptaient comme une fugue, soit considéré comme une disparition inquiétante dans un premier temps, puis un enlèvement dans un second temps, si j'ai bien compris. Alors, à partir de ce moment-là, quand on sait que Dutroux, déjà en 85, avait fait des séquestrations, des enlèvements de jeunes filles et pas d'enfants, comment expliquez-vous que personne à Bruges n'ait fait une enquête, un lien ou un rapport direct avec quelqu'un comme Dutroux? Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que ça ne vous a pas à ce moment-là inquiété ou comment expliquez-vous ça? Je n'ai pas d'explication. Mais c'est grave, hein? Non, je n'ai pas d'explication. Non, je ne sais pas pourquoi. On n'a rien fait. Je ne peux pas expliquer non plus. Vous le verrez d'ailleurs dans la lettre. Je ne peux pas expliquer. Enfin, on dit que M. Van Tichem me demande s'il vaut mieux qu'il lise le journal plutôt que de suivre l'enquête. Il me pose cette question. C'est parce que je lui ai téléphoné. Je lui ai dit que j'avais lu dans un journal qu'on avait trouvé des cadavres dans la Dandre. Je demandais à M. Van Tichem s'il était possible que ce soit Anne ou Efje que l'on avait retrouvé. Et il ne savait même pas qu'on avait retrouvé des cadavres. De là sa question. Vous retrouvez ça dans la lettre. Et ça vous montre comment on réalise ce genre d'enquête. On ne fait même pas le lien avec la bande Dutroux. Non, ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas fait le lien. Monsieur De Waal. Est-ce que vous pourriez également nous dire la chose suivante. Est-ce que pour M. Marchal, il n'a jamais été établi qu'il y avait une connexion, on l'a prouvé par la suite, mais qu'il y avait une connexion entre les différents dossiers, ce qui a occupé tout le monde, mais où on faisait des rapports distincts, mais par la suite, il est apparu qu'il s'agit d'un seul et même réseau. Est-ce que vous en avez tenu compte au départ? On n'a pas tenu compte directement du lien avec les autres disparitions, parce que Anne et Efje étaient plus âgées. Mais je dois vous dire, et là je m'exprime de façon très prudente, que l'on a tenu compte de l'existence d'un éventuel réseau. Et c'est pourquoi l'élément hypnose était très important pour moi. Car ça, c'est une possibilité idéal de fournir des jeunes filles à un réseau. C'est une manière de les préparer pour le réseau. Je peux vous dire que là, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit que je devais être prudent aussi dans ce domaine. Mais il faut tout prévoir, il faut penser à toutes les possibilités, mais je ne tiens pas à approfondir ce sujet maintenant. Mais de la bande Dutroux et ce réseau-là, là, je ne connaissais rien du tout. On m'en a jamais parlé. Monsieur Bourgeois, une question qui pourrait s'enchaîner sur la question précédente. Monsieur Marchal, vous avez parlé de traitement inhumain, de manque de compétences
compte de certaines choses qui n'ont pas été vérifiées à temps, des discussions entre les parquets, etc. Ma question est la suivante. Je sais que vous ne serez peut-être pas à même d'y répondre parce que vous n'avez pas pu consulter le dossier, vous n'avez pas pu lire les rapports. Néanmoins, je voudrais quand même vous poser cette question également parce que dans les autres dossiers, cette question est évoquée et a déjà été en partie reçu une réponse des intéressés. Est-ce que vous avez l'impression que dans le dossier de la disparition de votre fille, des fautes ont été commises qui, si elles ne l'avaient pas été, on aurait pu retrouver ou si ceci, mais ces fautes n'avaient pas été commises, est-ce que ça aurait pu empêcher le décès de votre fille? Donc, outre les autres lacunes que vous avez indiquées, est-ce que vous avez des indications de ce type? Est-ce qu'il ne suffit pas de dire qu'au cours des premières heures et même des premiers jours, on n'a pas cherché? Cette faute ne vous semble-t-elle pas assez énorme? On savait qu'elles sont restées en vie au moins une semaine et on n'a même pas cherché. Ça, c'est une faute énorme. Ça suffit pour dire qu'on a commis une erreur énorme au cours des premières heures, au cours des premiers jours. On n'a pas pris les choses au sérieux. On n'a pas commencé les recherches. Est-ce que cette faute ne vous suffit pas à elle seule? Oui, je l'avais compris, ce n'était pas de cela que je parlais, mais je voulais simplement savoir s'il y a d'autres éléments concrets que vous pouvez nous signaler. Telle chose aurait dû être faite, n'a pas été faite. Sauf la critique générale, bien sûr, nous en avons pris note. Mais je n'ai jamais vu le dossier, je ne peux pas vous le dire. Oui, je comprends, je sais que vous ne pouvez pas répondre au dossier. Peut-être qu'il faudrait que nous puissions vous reposer cette question à un stade ultérieur. Madame Tserclas. Réseau, donc d'un enlèvement dans le cadre de réseau. Est-ce que cette piste a été envisagée avec les enquêteurs ou est-ce que c'était simplement une piste que vous envisagiez? Et si oui, quelle a été la réaction alors des enquêteurs par rapport à cette possibilité? Je pourrais vous dire, en réponse à cela, que tout ce à quoi j'ai toujours pensé, pour savoir s'il s'agissait d'un réseau, si on pouvait penser qu'il y avait un réseau de l'escroquerie, tout ceci, j'en ai toujours mentionné à la police. Je l'ai toujours fait état à la police. Dans bon nombre de cas, même, on m'a regardé comme quelqu'un qui était pinailleur. Et dans ce sens, on n'a pas tenu compte de ce que je disais. Mais peut-être que par la suite, je pourrais donner plus de détails, mais je ne pense pas qu'il soit bon de le faire ici. Chers collègues qui souhaitent encore poser une question à M. Marshall ou à son conseil. Si personne ne souhaite poser de questions à ce stade, eh bien, je ne peux que répéter ce que je vous ai dit au début et ce que j'ai dit aux autres familles ce matin. Nous constatons qu'il y a eu des manquements graves dans cette enquête. On n'a pas pris au sérieux les parties civiles, les victimes, les familles des victimes. Le fait qu'une victime n'ait pas accès au dossier a provoqué d'autres problèmes encore. Et puis, j'ai pu constater dans votre cas, comme dans le cas des autres familles que nous avons écoutées, souvent on les accusait de se lancer dans des recherches inutiles parce que non professionnelles. Donc il y a plusieurs problèmes, il y a eu une immaturité totale, il y a eu des manquements, il y a une incompétence notoire. Ce sont des caractéristiques que l'on retrouve tout au long de l'enquête. Personne n'a voulu vous écouter. Il n'y a pas eu de communication réelle. Là, il faudra que nous réagissions rapidement. Il faudra que les services fassent preuve de plus de compétences. Il faudra modifier tout cela. Et je crois que la seule chose que nous puissions vous demander, c'est que maintenant, lorsque vous aurez regardé le dossier, que vous reveniez nous voir pour nous donner votre impression sur ce dossier.
Et peut-être que même à huis clos, vous pourriez nous communiquer vos doutes. Peut-être vous sentez un peu contraint de vous taire à ce stade, puisque vous n'avez pas vu le dossier, mais vous pourriez parler plus franchement à huis clos. Et puis, je dois vous dire que nous n'allons reculer devant rien. Et dorénavant, lorsqu'il y aura une disparition, il faudra réagir immédiatement et il faudra que la police soit en mesure de réagir immédiatement. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons déjà tirer du début de ces travaux. Nos travaux reprendront lundi. Lundi, nous allons parler de notre méthodologie, notre méthode de travail. L'écoute des victimes était forcément la première étape pour nous et puis maintenant, nous devons mettre au point une méthode qui nous permettra de réaliser des études avant d'inviter ceux qui ont commis les erreurs. Et notre commission aimerait que tout cela s'organise en collaboration avec les familles des victimes. Nous n'allons pas oublier ce que vous nous avez dit. Nous n'allons pas retomber dans les défauts du passé. Tout cela s'ajoute bien sûr aux interventions législatives qui auront lieu à l'avenir. Parce qu'on ne va pas s'en tenir uniquement à ce cas-ci, nous allons continuer à modifier la manière dont on traite les parties civiles et les victimes. Voilà, je crois que nous pouvons terminer nos travaux pour aujourd'hui. Je vous attends demain à 8 h du matin.